Maintenant, la partie VFX. Alors, on a reçu de notre lead la direction qu'on doit suivre, ce qu'on doit faire et les contraintes techniques, quelques petites informations sur la simulation qu'on doit mettre en place. Alors, pour résumer ce document, on va voir comme contrainte technique que l'impact se réalise à la frame 160. Donc à la frame 160, l'astéroïde doit toucher et l'impact doit se faire à cette frame-là. On va avoir un astéroïde qui va rentrer dans le champ, et lorsque l'impact aura lieu, on aura des gros débris, on aura de la poussière qui partiront dans toutes les directions. Et ensuite, on va avoir une grosse fracture ici, l'arche va toute se fracturer. Et sur la deuxième image, comme on voyait, on va voir surtout le haut, un gros morceau du haut qui va se détacher pour partir vers le bas en laissant des traînées de poussière et toujours des débris qui flottent. À prendre en compte qu'on est dans l'espace, qu'il n'y a pas de gravité, donc pas de frottement de l'air, pas de drague. Donc ça, on le gère en simulation. Du côté d'Houdini, je vous présente rapidement le setup qu'on va mettre en place. Ce ne sera pas celui-là exactement, nous on fera notre propre solver. On a reçu juste le FBX, c'est ce qu'on avait exporté la vidéo précédente, avec les 4 astéroïdes, avec l'animation des 4 astéroïdes. On va tout réimporter, tout reprendre correctement, il n'y a aucun souci. Là, c'est juste pour vous montrer l'approche. Et au niveau du setup, on va faire en sorte que la caméra passe à travers et à la frame 160. Là, on n'est pas vers la frame 160, donc à la frame vers la frame 145, on fera rentrer dans le champ le nouvel astéroïde qui va venir s'écraser à la frame 160. Là, on a la frame 160 et à la frame 160, l'astéroïde touche. Alors pour l'instant, il n'y a aucune contrainte, on va ajouter tout ça après ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ça part juste en crumble, ça fait que de la poussière. Et on va avoir le gros morceau qui va se détacher, qui va tomber. Alors ce qu'il faut prendre en compte, un petit détail avant de commencer au niveau de la simulation. Dans Houdini, il y a une façon d'aborder la simulation qui est bien et une autre qui est moins bien, qui peut fonctionner aussi. Mais selon la taille de la simulation, le nombre de débris qu'on va avoir, l'ordinateur faut une bête de compétition. En général, quand on va créer des simulations, on va avoir deux choses différentes. On va avoir ce qu'on appelle un proxy. Alors je vais l'afficher ici avant qu'il ne soit pas quand on voit les couleurs. On va avoir des pièces sans les détails à l'intérieur. Et on va avoir le modèle High Resolution. On va avoir le High Poly qui est ici. Alors je vais le Unpack pour avoir les couleurs. Alors, on a le High Res. Et la simulation va être calculée par rapport au proxy, à ces pièces-là. Et quand on va sauvegarder la simulation sur le disque dur, quand on la sauvegardera, on va sauvegarder en réalité que les points. Ces points sont juste les centroïdes de chaque pièce. Voilà, chaque pièce, si je prends cette pièce, on va avoir son centre. Et cette pièce est le low poly, c'est le proxy, pardon. Cette pièce est le proxy. Et avec le transform pieces, ce node qui est ici, c'est ce qui fait à l'intérieur le RBD Bullet Solver qui est fourni par SideFX, mais nous on fera le nôtre. Nous on codera le nôtre avec nos constraintes et d'autres petits trucs en plus à l'intérieur un peu sympathiques. Et donc il copie les pièces du high poly, qui est ici, il va les copier directement sur le transform pieces. Et au final, on va avoir la géométrie high resolution. Alors pour l'instant, les UV sont cassés à l'intérieur, c'est normal, ça on les gérera à la fin. Une fois qu'on aura traité la simulation, on va recalculer tous les UV et on va recalculer les couches internes, les faces intérieures. Voilà, on est prêt maintenant pour attaquer la simulation. On va commencer par importer et à timer notre animation. Je remonte dans le context object. Alors cette partie-là R&D, vous ne l'avez pas, c'est pour la démo. On avait importé la caméra et dans Asteroid Crash, on avait importé ici, voilà, import astéroïde. On avait utilisé l'agent qui est utilisé pour le crowd normalement. Alors ce qu'on va faire, ça on va le supprimer. On va utiliser, on va créer un node FBX caractère import. On va aller chercher notre FBX qu'on a reçu de notre lead dans From UE, astéroïde cinématique. Donc la caméra on l'a déjà, on va récupérer les astéroïdes. Donc là l'animation ne se joue pas. On va tirer un lien depuis la sortie bleue. Je fais tabulation, je tape déforme et on va utiliser le bond déforme. Et maintenant l'animation devrait se jouer. Donc la première chose à faire est de définir le nombre de FPS. Parce que sous Unreal, on était sur 24 FPS. Pour changer les FPS, on va sur l'icône en bas à gauche ici. En cliquant, je suis déjà à 24 FPS. Alors l'animation, je l'ai mis entre 1 et 240 parce que c'est l'animation qu'il y a dans Unreal, on peut le mettre entre 1 et 240. Par défaut, Integer Frame Value est coché, step 1 parfait. Ça on changera si on a besoin au niveau de la simulation. Et on peut faire close. Niveau FPS, on est OK. Alors, pour les FPS, si jamais vous changez, j'ai oublié de l'indiquer tout à l'heure, il faut cliquer sur Apply FPS. Sinon le FPS ne change pas. Je remets 24. Ensuite, on va venir sélectionner un astéroïde. On va prendre celui-là, le plus gros. Alors pour ça, je tire un lien. Je fais split.
Et dans les groupes ici, je vais avoir les noms des astéroïdes. Si je vois la spreadsheet, dans les primitives, on va avoir ici le nom des astéroïdes. Alors pour l'instant, ils sont PAC. Si je clique sur information, on a 4 paquets de géo, ce sont les 4 astéroïdes. Donc pour les sélectionner, si j'appuie sur S et que je clique sur cette icône, on va avoir ce menu de sélection et dans la roue crantée, on va pouvoir choisir Name Attribute, c'est-à-dire le nom qui est ici, de la géométrie spreadsheet. On le retrouve ici aussi dans Attributes, Name. Et là, ils sont colorés, ce qui est plus sympa. C'est plus facile pour la sélection. Donc je sélectionne celui-là. C'est le V03 LODA. Alors, je clique sur la flèche. Et là, à ce moment-là, je peux sélectionner pour le split, parce que je n'avais pas cliqué sur la flèche. Je clique sur l'astéroïde, j'appuie sur Enter. Et on voit ici la syntaxe, @name égale et le nom de l'astéroïde. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si on regarde les noms, tout commence par SM underscore astéroïde, on a V0, V1, qui veut dire que si à partir du V on met une étoile, il va prendre tous les 4. Ça peut être pratique pour la modélisation, on verra par la suite. Donc si je supprime, je fais étoile, il me prend tous les astéroïdes. Pour sortir de ce mode de sélection, je rappuie sur l'icône, j'appuie sur échappe. Là de ce côté, on va avoir notre astéroïde. Et de l'autre, on va avoir les 3 autres. Nous, le but est de récupérer vraiment que celui-là, qu'on va venir déplacer et bien positionner. Et comme la caméra va être dans une position où les autres astéroïdes seront derrière lors de l'impact, donc on n'aura pas besoin d'utiliser les autres astéroïdes, on ne verra pas la poussière ou les débris s'écraser dessus. Je vais renommer le split, je vais récupérer le nom de l'astéroïde, et je vais marquer keep underscore et le nom de l'astéroïde. Ensuite, on va venir le déplacer et le mettre au-dessus de l'autre astéroïde, de celui-là. Donc je vais tirer un lien, je vais marquer merge. Donc c'est celui-là. Je fais tabulation transform. On va venir le positionner directement. Donc on a dit frame 160. On va se mettre à la frame 160. Et quand on a sélectionné, on voit que le pivot est au centre de la scène. Donc la première chose à faire, on va recentrer le pivot. Donc au niveau du transform, on va aller dans pivot transform. Et dans pivot translate, on va marquer $CEX. Alors il faut que j'appuie 2 fois sur tabulation, des fois une fois ça fonctionne, et là je suis obligé d'appuyer 2 fois sur tabulation pour passer sur l'autre entrée. $CEY en majuscule et $CEZ en majuscule. Voilà. Et là, il a centré le pivot au centre de l'objet. Ensuite, on va le positionner au-dessus. Après, j'afficherai les coordonnées exactes, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Ce qu'il y a d'important, je vais afficher la vue de la caméra. Je vais le redescendre. Le gizmo, quand on appuie sur la touche M, on va changer son alignement. Là, il est aligné sur le monde. Sur le viewport, alors si je décale la vue du viewport, il sera toujours aligné face au viewport. C'est la touche M. Et là, il est aligné construction plane, c'est la grille au sol. Component, donc c'est le composant, et sur l'objet entier. C'est très pratique quand on veut placer les objets. Juste la touche M, sinon c'est clic droit, aligne handle, et on a ici les menus. Ensuite, on va isoler l'astéroïde pour la simulation. Alors, c'est celui-là, le dernier. Là, sur la droite, j'ai encore les 3. Alors, pareil, on va mettre un split. On va venir sélectionner. J'appuie sur S pour sélectionner ce mode-là. Je clique sur la flèche et je récupère le dernier astéroïde, celui qui va recevoir l'autre sur la tête. J'appuie sur Enter. Je récupère le nom et je marque keep underscore et le nom de l'astéroïde. Voilà, comme ça on a les 2 astéroïdes. Ce nul-là, j'en ai plus besoin. Alors vu que c'est une petite animation, on le met directement dans le scène import. On va ajouter un post-it. Je fais clic droit,
Set text size, je le mets en medium. Je marque import FBX. Si l'animation était plus complexe, si on avait beaucoup plus d'objets, on le traiterait différemment. Là, juste dans un seul node, ça suffit amplement, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on va mettre un nul. Donc c'est l'astéroïde V3. On va le nommer out en majuscule underscore astéroïde underscore V3. Et sur la droite, pareil, je le duplique, on va voir le V2 par contre. Donc il est ici. Donc c'est le V3 qui va venir impacter le V2. Ensuite, au niveau du transform, alors on va avoir l'animation qui se joue. Si je sélectionne l'astéroïde V3, voilà, il y a son animation, parce que c'est l'astéroïde qu'on a piqué au début. Alors ce qu'on va faire, on va ajouter un time shift juste après le transform. Je fais tabulation, time shift. Et ici, je fais CTRL SHIFT pour supprimer les clés. On va le mettre à la frame numéro 1. Comme ça, il ne bouge plus. Ensuite, pour la simulation, on va avoir besoin de récupérer sa vélocité. On va l'animer avec le transform. Et Houdini va calculer sa vélocité d'une frame à une autre. Sur une frame, il va se trouver ici. Sur l'autre frame, il est là. Et la distance qu'il aura parcouru entre les deux, Houdini va calculer la vélocité pour la simulation. Après le time shift, je fais tabulation unpack. Et on va ajouter un trail. On va lui dire de calculer la vélocité. Compute velocity. Et dans la géométrie spreadsheet, on va avoir ici, au niveau des points, la vélocité Vx, Vy, Vz. Pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'animation. Maintenant, on va mettre les clés d'animation. Alors, après, je le répète, c'est une animation très simple. Normalement, on sépare les choses, mais là, il n'y a pas lieu. On fait juste une petite animation ici. On va le mettre en rouge. On va le nommer anime. Alors, on a dit qu'on se positionnait à ce niveau-là. Je vais afficher les autres astéroïdes. Frame 160, il est censé lui tomber dessus. Alors, pour l'animation, il va falloir qu'il rentre dans le champ à un certain moment, mais avant, il ne sera pas affiché à l'écran. Parce que lorsqu'on va être très loin, si jamais il va falloir qu'on le mette tout en haut, après il va falloir qu'on fasse une clé juste avant au bon moment, quelque chose de plus simple, de plus performant, on va juste mettre un autre switch. On va mettre un node nul dans le switch aussi. Voilà, les liens sont inversés, je fais Shift R. Et normalement, voilà, il remet en place en faisant Shift R. Et dans le switch, on va simplement lui dire, au-dessus d'une certaine frame, à ce moment-là, tu vas afficher l'astéroïde. Sur la preview, j'avais mis à la frame 144. Donc je fais @frame supérieur à 144. Donc si la frame est supérieure à 144, donc je renvoie 1. Donc quand il va renvoyer 1, il va passer sur la branche de droite. Ce qui veut dire qu'avant, donc là on a 97 en avant, il n'affiche pas. Et au-dessus 144, donc à la frame 145, l'astéroïde apparaît. Allez, il change de frame. C'est comme ça qu'on va le gérer. On va se mettre à la frame 160. Donc la frame 160, je repasse sur l'animation. En translate X, on va mettre 7. Translate Y, on va mettre 1.15. En translate Z, on va mettre moins 0.3. En rotate X, on va mettre moins 9.7. En rotate Y, moins 151.7. Et en rotate Z, 48. Ensuite, je reste appuyé sur Alt et je vais créer une clé. Oui, en fait, j'ai l'autre panneau où je recopie les données. Hop, quand je sélectionne l'autre transform, du coup, ce sont les clés de l'autre transform. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas encore en l'écran en même temps. Donc là, je resélectionne, on anime, je reste appuyé sur Alt, clic gauche, il va créer les clés automatiquement. Sinon, c'est clic droit, keyframe, set frame. Ensuite, on va aller à la frame 136. Et là, on va changer, on va faire un clic gauche, donc je sélectionne le Nord l'anime. Je fais clic gauche sur les deux valeurs. Comme ça, j'ai mes clés directement qui sont mises. En translate X, on va mettre 7.9. Translate Y, 5.5. Et translate Z, -3. Et dans les rotations,
En rotate X, on va mettre moins 101.5. Rotate Y, moins 175.8. Et en rotate Z, 125.3. Et le time shift, on le récupère et on le monte juste avant l'animation. Sinon, on va tout le temps rester bloqué sur la frame numéro 1. Maintenant, en animant, on devrait rentrer. Voilà, l'astéroïde n'est pas là. Deux astéroïdes, c'est bon. On vérifie qu'à la frame 160, voilà, il touche à la frame 160, 59, 160. Ah, parfait, il est vraiment très très proche, il ne faut pas qu'il soit collé. Sinon, quand on va lancer la simulation, Houdini risque de mal calculer. Et des rochers qui risquent de partir un peu dans tous les sens. Donc là, on est bien. Étape suivante, la fracture. Alors, je vais dupliquer le post-it. Je vais le nommer fracture. On va mettre un object merge, tabulation object merge. On va récupérer l'astéroïde V3. Alors, je sélectionne l'object merge. Je récupère l'astéroïde V3, je le drag and drop dans l'object 1. Je l'affiche, je l'ai bien. Ensuite, j'ouvre la géométrie spreadsheet. Au niveau des primitives, on a ici cet attribut name. Quand on va faire des fractures, cet attribut name va être écrasé. Donc pour préserver le nom, on va juste copier son nom. On va créer un attribut triangle. Attribut triangle. On va le nommer store original name, store orig espace name. Donc il est sur les primitives. Là, je suis sur les primitives. Donc run over primitive. Et on va marquer, c'est une chaîne de caractères, donc S pour string, arrobase orig underscore name, égale S arrobase name. Et un point virgule. Et ici, j'ai orig name qui a été créé comme attribut. Maintenant, quand on va faire le Voronoi fracture, le name, dans la place du name, on aura marqué P601, P602, ce sont les pièces, les morceaux de rocher qui ont été fracturés. Donc on va commencer par récupérer la partie qui va être vraiment fracassée, qui va partir en morceaux, c'est-à-dire toute l'arche qui va être cassée ici, comme sur l'autre, ce sera l'arche du dessus, comme on a vu sur l'image. Et la grosse partie là qui va être vraiment solide sera juste fissurée. Alors pour ça, on va tirer un lien. On va utiliser un boolean, on va faire tabulation boolean fracture. Sur la droite, je vais créer une sphère. Je vais la mettre ici. La sphère va être en 0, 0, 0. Alors normalement, pour les fractures, on prend l'objet, on le met au centre de la scène, on le fracture et après on le remet. Mais ça va être un poil plus complexe. Je préfère garder ça pour la deuxième formation. Où là, on créera des instances en mémoire de chaque pièce pour optimiser le tout. Et on utilisera des crack transform au niveau des matrices pour justement réorienter les objets. C'est un poil plus compliqué. Donc on préfère, je coupe sur place, on fracture sur place et comme ça reste quand même plus abordable. Donc au niveau de la sphère, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais me la mettre en radius de 1 à la place de 0,5. Et alors, le gizmo qui est ici, si on appuie sur multiplier, on va le faire grandir. Multiplier, ou la touche diviser juste à côté, il va devenir plus petit. Diviser, multiplier. Je vais mettre l'uniform scale à 0.5. Je vais afficher le boolean fracture. Là, je peux le passer à 1. Là, on va venir détacher juste ce morceau. J'ai activé le boolean fracture, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre comme ça. Afficher là. L'inverse. C'est vite qu'il recalcule la fracture à chaque fois que je déplace la sphère. Donc ce bout là, alors on va le mettre un peu plus loin, ce qui va être creusé vraiment dans le rocher. On peut le positionner voilà, à peu près où je le mets, c'est pas grave s'il y a quelques pixels, quelques centimètres à côté. Voilà, dans le creux ici, il y a les coordonnées d'afficher, si jamais il y a besoin. On va mettre un mountain. Il est un peu violent. Au niveau de la sphère, je vais mettre 32 et 64 pour avoir plus de résolution. On est sur du polygon mesh.
Et le mountain, amplitude, on ne touche pas. On va changer l'élément size, on va le descendre un petit peu. L'amplitude, on va la mettre à 0.1. Et maintenant, on a notre fracture. Et si on fait un exploded view, on va avoir nos deux morceaux séparés. Les UV pour l'instant sont cassés, on les traitera à la fin. Une fois qu'on aura notre simulation de fait, on recalculera au niveau des faces internes, on refera comme on a fait pour les faces externes. On recalculera la couleur. Et maintenant, on va fracturer ce gros morceau qui est ici. Je tire un lien depuis le boolean fracture. On va mettre un split. Et on va choisir, au niveau de la sélection, le nom, on va avoir piste 0 et piste 1. De l'autre côté, on aura l'autre partie. Je mets juste un nul en attendant. Voilà, on a les deux parties séparées. Pour la fracture, on va utiliser une technique que j'aime bien, que j'ai vue sur la chaîne VFX de Voxid. Je mettrai le lien dans la description. Qui est plutôt sympa et très très performante. On va commencer par mettre un node bound. On va avoir une grosse box autour. En fait, c'est la bounding box de l'objet. Et à l'intérieur de cette bounding box, on va créer des cutters. Alors, on va tirer un lien. On va marquer VDB from polygon. On va le passer en density. Ensuite, on va tirer un lien. On va mettre un autre scatter. Je fais tabulation scatter. On va le passer à 30. Voilà, pour rappel, ici on va avoir des points à l'intérieur parce qu'on a justement le VDB from polygon. Si je désactive, les points vont être qu'à l'extérieur, que sur les surfaces. Donc c'est pour ça qu'on utilise le VDB from polygon et qu'on le passe en FOC VDB. Je tire un lien depuis le bound, je fais tabulation, Voronoi fracture. Et maintenant, on va venir supprimer toutes les faces externes. Si je mets un exploded view, on va avoir les morceaux et on va avoir des faces internes et des faces externes. On va mettre un autre blast. Et l'idée de supprimer que les faces externes et de garder que les faces internes pour que ce soit des cutters, pour après en faire des cutters. Donc on va sélectionner Inside et on va cocher Delete Non Selected. Et là on va voir que les faces internes. Alors pour l'instant il y a un bug, une sorte de bug d'affichage, c'est parce que les faces sont en double. Les polygones sont les uns sur les autres. On va résoudre ce problème. On va créer un autre fuse et un autre clean. On va cocher Fix Overlap. On va décocher des Delete Overlap Pairs. Maintenant, on n'a plus de faces qui sont les unes sur les autres. On n'a plus de polygones les uns sur les autres. Donc ça va être mon cutter. Et le fait d'utiliser la bounding box, ça permet d'avoir des cutters assez longs, assez gros, pour pouvoir couper notre géométrie sans que ça dépasse. Parce qu'ici, voilà, on est vraiment limite. Mais vu qu'on est dans la bounding box, ça devrait le faire. Après, on ajoutera un padding lorsqu'on va ajouter un noise sur les cutters. Et lorsqu'on va ajouter un noise, le cutter risque de passer en dessous de la géométrie qu'on doit couper. Ensuite, on va créer un node remesh. En target size, on peut le passer à 0.1. Shift W pour afficher le maillage. On va mettre notre copie. On va dupliquer les cutters. On va en mettre 3. Et on va ajouter un offset. On tire un lien. On marque Connectivity. On va créer cet attribut de classe qui va contenir un integer. Cet integer, il y aura 0, 1, 2, 3 selon le nombre de planes. Integer class qui est ici. Et on va se servir de cet attribut class, la valeur de l'attribut class, ici, pour ajouter un offset avec le mountain directement. Je vais faire ma spreadsheet. Tire un lien, tabulation mountain. En amplitude, on va mettre 0.8. On va décocher noise along vector. On va cocher use vex expression. Et là, on va récupérer l'offset. On va marquer offset égale @class. Donc le @class, il vient du connectivity, l'attribut class.
On va mettre multiplié par 3. Et là, on a beaucoup de cutters. Ensuite, je remonte au niveau de notre split. Je le nomme équipe piste 1. Je tire un lien depuis le split. Je le mets à côté de Mountain. Je fais tabulation, Boolean fracture. Et là, notre géométrie doit être coupée, doit être fracturée. Je teste avec l'Exploded View. Et voilà, on a beaucoup de morceaux. Après, on va optimiser. Là, c'est vraiment une première passe pour avoir une première simulation, voir un petit peu comment ça se comporte. Ensuite, je récupère l'autre partie. Ce nul, je vais le nommer piste 2. Piste underscore 2. Je fais tabulation, merge. Je récupère la sortie du fracture boolean. Là, je fais Shift R pour inverser les liens. Et normalement, on ne devrait voir aucune coupure. Et je fais Exploded View. La fracture est ici.